Imagine, tu te réveilles un matin, tu allumes ton téléphone et tu lis « Le FMI vient de déclarer 20 pays africains en défaut de paiement. Les marchés s'effondrent, les importations s'arrêtent. » Cela te paraît surprenant. Et pourtant, c'est vrai. Ce scénario, des économistes le donnent à moins de 10 ans si rien ne change. Parce qu'en ce moment même, l'Afrique est assise sur une bombe à retardement financier. Et personne ne te dit vraiment comment elle a été fabriquée, ni par qui. Alors aujourd'hui, on va tout décortiquer. La dette africaine, ses origines réelles, ses mécanismes cachés, et surtout, qui va payer la facture. Commençons par un chiffre brutal. En 2000, la dette extérieure totale de l'Afrique subsaharienne était d'environ 200 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle dépasse 1100 milliards de dollars. En 2 décennies, elle a été multipliée par 5. Mais attention, ce n'est pas la dette en elle-même qui est le problème. Tous les pays empruntent. La France emprunte. Les États-Unis empruntent. Le Japon croule sous une dette qui représente 250% de son PIB et pourtant Tokyo dort tranquille. Alors, quel est le vrai problème en Afrique? 2 mots. Le coût. Quand le Japon emprunte, il paye un taux d'intérêt proche de 0. Quand la France emprunte sur les marchés, elle paye autour de 3%. Mais quand le Sénégal, le Kenya ou le Ghana empruntent, les taux atteignent parfois 8, 10, voire 12%. Résultat, ces pays passent une partie massive de leurs revenus à rembourser des intérêts, pas à construire des hôpitaux, pas à payer des enseignants, pas à développer leur économie, juste à payer les intérêts. Le Ghana en 2023 en a fait la démonstration brutale. Il a été obligé de suspendre ses remboursements. Défaut de paiement, en plein 21e siècle. Et le Ghana n'est pas seul. La Zambie, l'Éthiopie, le Sri Lanka voisin de l'Afrique, dans les statistiques du FMI, tous ont connu des restructurations de dettes catastrophiques ces dernières années. Mais comment un continent aussi riche en ressources naturelles peut-il être aussi endetté? Première réponse, les eurobonds des années 2010. Dans les années 2010, les taux d'intérêt mondiaux étaient au plancher. Les investisseurs cherchaient du rendement partout. L'Afrique, avec sa croissance dynamique, est devenue attractive. Résultat, des dizaines de pays africains ont émis des obligations sur les marchés internationaux. Le Ghana, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tous ont emprunté des milliards, parfois à des conditions correctes à l'époque. Mais voilà le piège. Ces prêts étaient libellés en dollars ou en euros, pas en monnaie locale. Quand le dollar s'est apprécié, quand les taux américains ont remonté après le Covid et l'inflation de 2022, ces dettes sont devenues mécaniquement plus lourdes à rembourser. Pas parce que ces pays avaient mal géré, mais parce que la mécanique financière internationale jouait contre eux. Deuxième facteur, la Chine et la dette bilatérale. Depuis les années 2000, la Chine a prêté massivement aux pays africains pour financer des infrastructures, ports, routes, chemins de fer, barrages. Le barrage de Kariba réhabilité en Zambie. Des centaines de projets. Ces prêts ont construit des choses réelles. Mais ils ont aussi créé une dépendance. Et lorsque les pays ne pouvaient plus payer, les négociations avec Pékin ont été opaques, longues, difficiles. La Zambie a mis 3 ans à finaliser sa restructuration avec ses créanciers chinois et occidentaux. 3 ans d'incertitude économique totale. Troisième facteur, celui qu'on oublie souvent, la corruption et la mauvaise gouvernance intérieure. Une partie de la dette n'a pas financé des routes ou des écoles. Elle a financé des contrats surfacturés, des projets fantômes, des commissions détournées, des milliards empruntés au nom du peuple, qui se sont évaporés dans les poches d'élites. Ce n'est pas une généralisation, c'est une réalité documentée dans plusieurs pays. Mais voici ce qu'on ne dit pas assez. Même si tous les gouvernements africains étaient parfaitement vertueux demain matin, la structure du système financier international maintiendrait le problème. Pourquoi? Parce que les agences de notation, Moody's, S&P, Fitch, notent systématiquement les pays africains plus bas que leur situation réelle ne le justifie. Des études récentes ont montré que des pays africains ayant de meilleures finances publiques que certains pays européens se retrouvent notés bien inférieurs. Cette notation basse crée des taux d'emprunt élevés. Ces taux élevés créent une dette lourde. Cette dette lourde justifie une mauvaise notation. C'est un piège circulaire. Et ce piège est structurel. L'Union africaine elle-même a commandé un rapport là-dessus en 2023. Ses conclusions? Les biais dans les notations coûtent à l'Afrique entre 74 et 100 milliards de dollars par an en surcoût d'emprunt, 100 milliards, chaque année, évaporés dans un système inéquitable. Et maintenant, la question au cœur de tout, qui va payer? Première réponse, les populations africaines ordinaires. Elles perdent déjà. Les coupes budgétaires exigées par le FMI en échange des prêts d'urgence réduisent les subventions alimentaires,
augmente les impôts, gèle les salaires des fonctionnaires. Au Ghana, à la suite du plan de sauvetage du FMI en 2023, les taxes ont augmenté et les subventions énergétiques ont été supprimées. C'est la classe moyenne et les plus pauvres qui ont absorbé le choc. Deuxième réponse possible, les créanciers. Certaines restructurations forcent des décotes. Les créanciers récupèrent moins que ce qu'ils ont prêté. Mais ils résistent. Ils ont des avocats, des arbitrages internationaux et souvent le rapport de force de leur côté. Troisième réponse, la plus dangereuse. Personne ne paiera et la dette continuera de croître. C'est le scénario du zombification économique. Des pays qui ne font plus défaut officiellement, mais qui consacrent 40, 50, 60% de leurs recettes fiscales au service de la dette. Plus rien pour investir, plus rien pour avancer.